Donc bonjour à tous. Donc la présentation portera sur l'entérocolite ulcéro-nécrosante des nouveau-nés prématurés et l'association avec la présence de souches de Clostridium de différentes espèces, comme on le verra. Donc tout d'abord pour l'épidémiologie, il s'agit d'une pathologie fréquente chez les nouveau-nés prématurés avec une incidence estimée selon les études entre 2 à 7% et qui est proportionnellement augmentée pour les nouveau-nés de plus en plus prématurés avec des poids de naissance de plus en plus faibles. La mortalité reste élevée avec 20 à 30% de mortalité, malgré l'amélioration des techniques de réanimation néonatale et notamment de nutrition, avec des séquelles neurologiques qui ont été décrites, qui sont préoccupantes pour ces nouveau-nés prématurés. Depuis la description des premiers cas d'entérocolite ulcéro-nécrosante, des cas groupés ont été décrits, faisant suspecter une origine infectieuse à cette pathologie. Il s'agit d'une pathologie de présentation digestive essentiellement, avec des ballonnements abdominaux, des rectorragies, qui sont des signes relativement peu spécifiques, avec des signes radiologiques qui vont permettre d'étayer le diagnostic, mais encore une fois, non spécifiques, mais qui vont orienter, qui augmentent un peu la spécificité au niveau diagnostique, tels que la pneumatose intestinale et la présence de gaz au niveau de la veine porte. Autre élément intéressant au niveau de l'épidémiologie, c'est la survenue de ces entérocolites ulcéro-nécrosantes de manière plus fréquente après un délai d'environ une semaine après la naissance de ces nouveau-nés prématurés. Donc sur la répartition des incidences par région, on a effectivement une incidence qui reste importante, avec une tendance même à l'augmentation de ces incidences sur les derniers rapports qui ont été décrits, notamment aux États-Unis, et sur le rapport de l'étude EPIPAGE, qui a été la grande cohorte nationale française depuis 2012. Encore une fois, sans lien avec l'amélioration des techniques de réanimation néonatale et de nutrition qui ont été menées depuis ces dernières années. Donc depuis la description des différents micro-organismes qui ont été associés à la survenue de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, que ce soit sur les selles ou sur les hémocultures, comme on peut le voir, ou sur les prélèvements de biopsies chirurgicaux, notamment lors de prélèvements péropératoires. On voit bien qu'il y a différents micro-organismes qui ont été isolés, que ce soit d'origine virale ou bactérienne, sans un seul micro-organisme qui puisse expliquer l'ensemble de ces épisodes. Par biologie moléculaire, également, il n'y a pas eu de profil de microbiote qui ait pu être décrit de manière concordante et reproductible sur les différentes études qui ont travaillé sur cette thématique, donc en analysant des selles de nouveau-nés prématurés, encore une fois avec des entérocolites ulcéro-nécrosantes et en les comparant à des nouveau-nés prématurés contrôle. Donc on a travaillé donc avec le professeur Lascola sur une première étude cherchant à caractériser le microbiote de nouveau-nés prématurés avec entérocolite et la comparer avec ceux de nouveau-nés prématurés contrôle sur une population restreinte, étant donné les méthodes lourdes d'analyse et d'identification bactérienne pour analyser ce microbiote, et bien entendu en se basant sur les travaux Princeps de Jean-Christophe Lagier sur la culture omique et en reprenant les milieux et les conditions de culture étant considérés comme les plus favorables à l'identification bactérienne. Donc on a eu pour ça des échantillons provenant de 4 réanimations néonatales différentes et on a pu effectivement identifier au cours de ces 3 années de recrutement et pour lesquelles nous avons pu sélectionner les selles de patients présentant des signes de sévérité plus avancés de la maladie, donc avec une plus grande spécificité du diagnostic d'entérocolite ulcéro-nécrosante selon les stages de Bell.
Donc premier élément intéressant qui était déjà décrit dans la littérature, c'était effectivement la moindre diversité caractérisant les selles de patients présentant des entérocolites ulcéro-nécrosantes, donc la diversité alpha-diversité correspondant au nombre moyen d'espèces différentes par échantillon identifiées. Donc ça, c'était un résultat qui était déjà décrit dans la littérature, et de manière concordante par culture omique, donc par culture, et par les résultats du pyroséquençage du gène de l'ARN 16S, nous avons mis en évidence une plus grande fréquence d'identification d'une bactérie appelée Clostridium butyricum dans les prélèvements de selles de patients présentant une entérocolite ulcéro-nécrosante versus les deux isolats qu'on a retrouvés sur les 15 chez les patients contrôle. Donc nous avons essayé de montrer, d'essayer d'approfondir nos connaissances sur la relation entre la présence de Clostridium butyricum et, comme on le verra, un autre Clostridium qui a également été associé à la survenue d'entérocolites ulcéro-nécrosantes, en élargissant dans un premier temps le nombre d'échantillons et comparant à d'autres populations contrôle. Comme on peut le voir, effectivement, on a pu tester par les mêmes méthodes des selles de patients présentant une gastroentérite ou patients de population pédiatrique asymptomatique. Et nous avons confirmé cette association avec une sensibilité de près de 80% et une spécificité de 90% dans cette population, bien entendu. Nous avons ensuite repris ces analyses et cherché à vérifier la sensibilité et la spécificité de la PCR qu'on avait testée sur nos échantillons en réalisant sur les mêmes selles des cultures spécifiques avec des milieux de culture et des conditions surtout spécifiques en anaérobiose et en réalisant des chocs thermiques pour sensibiliser l'identification de bactéries sporulées et notamment Clostridium butyricum. Et nous avons retrouvé des résultats comparables qui montraient une association significative entre la présence de Clostridium butyricum dans les selles et la survenue d'entérocolites ulcéro-nécrosantes. On s'est ensuite posé la question de l'association entre certaines souches de Clostridium butyricum et la survenue de la pathologie. Et finalement, on n'a pas vu de différence notoire sur un point de vue phylogénétique entre les souches isolées chez les patients contrôle et celles isolées chez les patients atteints d'entérocolites ulcéro-nécrosantes. En revanche, ce qui a été mis en évidence, c'est la présence d'un clustering géographique et donc effectivement une similarité de souches en fonction de la localisation du patient au moment du diagnostic d'entérocolites nécrosantes. Ces résultats ont pu être confirmés par d'autres méthodes de typage dont vous avez sans doute entendu parler, de type multispacer sequence typing et par séquençage du génome complet des souches qu'on a pu analyser. Par une autre méthode sur un nombre plus important de souches, Michel Osny, qui était un étudiant en thèse du professeur Lascola, donc, a pu également confirmer ce clustering géographique et donc effectivement la suspicion, en tout cas la probabilité de présence de souches clonales épidémiques au sein de réanimation néonatale qui puissent en partie être responsables d'entérocolites ulcéro-nécrosantes comme on a pu le voir. L'autre question qu'on s'est posée, effectivement, c'était la pathogénicité et pouvoir l'explorer notamment sur l'activité cytotoxique du surnageant de culture des souches de Clostridium butyricum qu'on a comparé à des surnageants de culture
d'une souche de Clostridium difficile sécréteur de toxine B en l'occurrence, et avec un contrôle négatif, qui était non sécréteur de toxines, et un contrôle positif, sécréteur de toxines. Et on a pu voir effectivement une plus grande cytotoxicité du surnagent de culture des Clostridium butyricum isolés chez les patients présentant une entérocolite ulcéronécrosante versus les patients contrôle. On a pu ensuite montrer effectivement, à partir du séquençage du génome complet de cette souche de Clostridium butyricum isolée chez un patient avec une entérocolite, la présence de gènes qui peuvent coder pour des facteurs de virulence tels que les hémolysines. Et de manière intéressante, on a pu voir que ces hémolysines ont été décrites dans une autre bactérie, qui est Brachyspira iodysenteriae, qui est l'agent de la dysenterie porcine, pour lequel effectivement en médecine en pathologie vétérinaire, c'est bien décrit et connu. De la même manière, Clostridium neonatale, dont on parlera un peu plus tard, au sein de son génome, possède les gènes codant pour ces hémolysines. Donc ça reste encore au stade d'une hypothèse possible de rôle pathogène de ces hémolysines. Autre question posée, et à laquelle répond en partie ce travail fait par une équipe chinoise qui a décrit une épidémie récemment d'entérocolite ulcéronécrosante dans une réanimation néonatale, c'est le réservoir ou la source éventuelle. Et dans cette étude, ils ont pu, de manière assez intéressante, montrer une association entre la présence de Clostridium butyricum dans les selles de patients avec entérocolite ulcéronécrosante et la présence de cette même bactérie dans l'environnement de manière très disséminée, comme on peut le voir, donc au niveau des sacs de transport du lait maternel, au niveau des couveuses, mais également au niveau du lait artificiel pour le deuxième cas. L'analyse de la contamination environnementale a été largement étendue et de manière prévisible pour ceux qui suivent des épidémies avec un rôle environnemental éventuel. Cette bactérie a été retrouvée de manière très diffuse, notamment au niveau des stéthoscopes, au niveau des moniteurs électro, au niveau des téléphones portables, mais également au niveau des mains des soignants, enfin d'un certain nombre de soignants prenant en charge ces patients. Donc, suite de ce travail, donc ça a été aussi de montrer la clonalité par gel en électrophorèse pulsée et de séquencer également les souches de Clostridium butyricum où ils ont retrouvé les mêmes hémolysines. Ils ont retrouvé en plus une entérotoxine et des éléments mobiles pour lesquels ils suspectent un rôle potentiel de transmission de l'information génétique, éventuellement des facteurs de virulence entre les différentes souches et entre les différentes espèces de Clostridium qui ont été associées avec l'entérocolite ulcéronécrosante. Un travail qui avait été effectué il y a maintenant quelques années avait donc effectivement pour la première fois décrit Clostridium neonatale comme pouvant être associé à la survenue d'entérocolite ulcéronécrosante avec 8 cas décrits, 3 pour lesquels la bactérie avait été isolée au niveau des hémocultures. Ils ont fait un point de prévalence, donc en testant tous les nouveau-nés de la réanimation néonatale. Ils ont montré que finalement, il y avait quand même 5 patients, ce qui correspondait à 1 sur 5 à peu près, qui étaient positifs, asymptomatiques. Donc ça pose effectivement la question de la possible circulation et le possible portage de cette bactérie de manière asymptomatique. Ils ont confirmé la clonalité des différentes souches qui ont été isolées, que ce soit chez les patients atteints d'entérocolite ulcéronécrosante, mais aussi chez les patients contrôle. Une étude plus récente
française, encore une fois, qui était une partie de la grande étude épipage épidémiologique sur les entérocolites ulcéro-nécrosantes, et donc une étude ancillaire épiflore qui a analysé le microbiote de 16 patients avec entérocolites ulcéro-nécrosantes et 78 contrôles par pyroséquençage du gène de la RNCS et des méthodes de culture disons optimisées pour l'identification de bactéries anaérobies, et ils ont retrouvé effectivement une association entre la présence de Clostridium neonatale de manière significative, mais on voit que Clostridium butyricum également est isolé de manière plus fréquente chez les patients présentant une entérocolite ulcéro-nécrosante par rapport aux patients contrôle prélevés. On a de manière concomitante effectué un travail portant essentiellement sur la PCR en testant une grande cohorte de patients avec entérocolite ulcéro-nécrosante versus contrôle, et on a montré effectivement une association significative entre la présence de Clostridium neonatale dans les selles et la survenue d'entérocolites ulcéro-nécrosantes. On a confirmé par séquençage du génome complet de ces souches et en les comparant à celles isolées dans l'épidémie canadienne en 2002. Et encore une fois, ce clustering géographique, vraisemblablement, qui correspond à une circulation clonale de souches de Clostridium neonatale, comme pour celle de Clostridium butyricum. Un travail également récent a permis de comparer les souches de Clostridium butyricum et Clostridium neonatale et montrer une certaine capacité de discrimination en fonction des caractéristiques phénotypiques, mais également de la réponse inflammatoire en fonction que ces souches étaient isolées chez un patient contrôle versus patient avec entérocolite ulcéro-nécrosante, posant la question éventuellement de l'expression de gènes de virulence dans les souches associées aux patients avec entérocolite ulcéro-nécrosante. Ils ont confirmé, ou en tout cas trouvé des résultats semblables en termes de cytotoxicité, avec notamment une atteinte. Donc là, on peut voir le contrôle négatif, contrôle positif, donc qui est avec une toxine de Clostridium difficile qui montre effectivement l'atteinte cytotoxique. L'absence d'atteinte cytotoxique des débris bactériens et des contenus cytoplasmiques bactériens, donc C et D, et E qui correspond aux surnageants de culture bactérienne et de Clostridium butyricum et de Clostridium neonatale. Ils ont poolé l'ensemble. C'était un peu étonnant, mais ça a donné ces résultats. Et le filtrat des selles, des prélèvements de selles correspondant aux selles au sein desquelles ont été identifiés ces Clostridium butyricum et neonatale, également étaient cytotoxiques. Plus récemment, donc, on a montré effectivement dans un cas de bactériémie à Clostridium neonatale chez un nouveau-né prématuré atteint d'entérocolite ulcéro-nécrosante, par microscopie électronique, effectivement, le caractère sporulent de cette bactérie qui n'avait pas été décrit jusque-là, qui peut expliquer en partie la résistance aux produits désinfectants habituellement utilisés en milieu hospitalier, et donc l'intérêt de l'hypochlorite de sodium ou la javel pour contrôler au niveau de l'environnement la colonisation et la dissémination de cette bactérie. On est depuis quelques mois, depuis le mois de novembre, en collaboration avec le CHU de Nîmes, en train on a débuté une étude portant effectivement sur la cinétique de colonisation, avec un nombre de prélèvements très important. Tous les nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale prématurés de moins de 34 semaines d'aménorrhée ont leurs selles qui sont prélevées, stockées de la naissance jusqu'à la survenue d'entérocolite. Et à partir de la survenue d'entérocolite, 10 jours avant et 10 jours après, on aura l'ensemble des selles de tous les patients présents dans la réanimation qui seront analysés.
Deuxième projet donc, qui a été instauré en routine, effectivement, ça a été en collaboration avec les réanimateurs pédiatriques de tester en routine, donc lors de la survenue d'entérocolites ulcéro-nécrosantes, par culture et par PCR spécifique, la présence de Clostridium neonatale et Clostridium butyricum, et on a pu avoir donc sur 34 patients avec probablement 2 foyers épidémiques identifiables ici, dans 2 réanimations néonatales marseillaises, un pourcentage de positivité pour les bactéries d'intérêt de 65%, et avec des caractéristiques de population assez comparables avec celles des entérocolites ulcéro-nécrosantes. C'est les patients qui ont plus fréquemment reçu des antibiotiques préalables, qui sont plus fréquemment nés par césarienne, qui ont des faibles poids de naissance et donc qui sont grands prématurés. Donc pour terminer, finalement, ces souches de Clostridium appartenant à des espèces différentes, Clostridium butyricum, neonatale, mais également perfringens. Je ne vous l'ai pas montré ici, mais il y a eu effectivement des épidémies qui ont été décrites avec Clostridium perfringens qui a été isolé au sein, dans les selles de patients avec entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc un possible rôle dans la pathogénèse de cette maladie. La présence de souches clonales qui peuvent avoir des effets antagonistes en fonction de l'environnement, c'est une hypothèse bien entendu. Le possible rôle toxigénique qui nécessite confirmation et l'éventuel transfert de gènes de virulence entre ces différentes souches de Clostridium. Donc finalement, le facteur de risque clairement identifié dans les études portant sur le microbiote chez les patients avec entérocolites ulcéro-nécrosantes, c'est la dysbiose et la faible diversité. Donc se pose la question effectivement au niveau thérapeutique de pouvoir contrôler cet élément. Au niveau du contrôle de l'environnement, l'intérêt, encore une fois, à confirmer de l'isolement des patients positifs et probablement un rôle possible du dépistage en réanimation néonatale avec une optimisation de la désinfection environnementale. Traitements donc actuellement qui sont pour lesquels il n'y a pas de recommandations clairement avec un niveau de preuve suffisant permettant de retenir un traitement qui soit efficace, mais ces différentes possibilités nécessitent plus d'études pour voir la possibilité de contrôler, de réduire la morbimortalité de l'entérocolites ulcéro-nécrosante. Voilà, je remercie l'équipe de Bernard Lascola et toutes les personnes qui ont participé à ce travail qui a été de grande ampleur et qui n'aurait pas été possible sans la collaboration des réanimateurs pédiatres et des nouveau-nés, bien entendu.